Voilà le titre que m'a proposé Guillaume. Alors j'ai rajouté en relation de Père-Étoile quand même parce que ça me semblait important à faire. Et puis alors bon, par contre, peut-être commenter à tout potentiel et défi. Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais répondre à sa question. Ce que je vais essayer, c'est quand même justement de voir à travers le pourquoi de cette proposition de recherche multiniveau, puis du travail que j'ai fait, alors purement spéculatif sur cette proposition, disons. Qu'est-ce que j'essaye de résoudre, donc quel défi j'essaye de résoudre, quel potentiel j'essaye de constituer, quoi, hein. Donc, mais donc c'est un peu plutôt, j'ai presque dire, je vais être un peu rétro, disons, hein, sur cette affaire-là. Je ne vais pas trop m'engager sur l'avenir pour tout le monde, hein. Donc c'est à vous jouer, Jean. Et alors, je voudrais insister sur le fait peut-être que le point de départ, en fait, de cette affaire, pour moi, c'est un problème technologique, hein, qui m'était posé dans un travail que j'ai fait en passant en retraite à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, où j'étais face à des gens qui faisaient des expertises, hein, dans le nucléaire, et à qui on demandait, alors souvent dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire on les contraignait complètement, ils avaient des droits d'accès très difficiles aux gens, il fallait, pour avoir des agents de terrain, il fallait qu'il y ait un cadre à côté qui contrôle, des choses absolument épouvantables que leur imposait EDF, quoi, hein, pour contrôler tout, disons, hein, tu connais, et aussi dans un cadre très, très contraint, disons, répondre des questions que, a priori, personne n'est capable de répondre aujourd'hui, quoi. Des questions du genre, voilà, évaluez-moi aujourd'hui le plan sur 10 ans de formation d'EDF en matière de sûreté, qui concerne 30 000 agents, donc des trucs comme ça, hein. Donc, et là, avec des experts, mais qui ont été formés par la psychologie expérimentale cognitive, alors vraiment qui ne pouvaient pas leur servir à grand-chose a priori, un peu éclairés quand même, mais en tout cas pas assez pour les aider, et puis qui manquait beaucoup de tout un tas même d'éléments, disons, qu'ils auraient pu trouver dans la littérature anthropologique, culturelle, etc. Donc, et en plus dans un temps restreint. Alors, ces experts, alors il y en a un en particulier auquel je pensais là, qui était à la fois qui avait une grande expertise propre, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup roulé sa bosse dans ce genre de situation, donc il avait acquis toute une expérience personnelle, et puis il s'en servait de façon magistrale, mais en même temps, bon, de façon vraiment... on peut pas dire on peut dire qu'on était loin de la science, quoi, hein. Donc c'était de la technique, mais on a une technique loin de toute science, quoi, hein. Bon, donc moi c'était ça mon problème. Donc je voudrais partir de là. Après, bon ben voilà, passer par là ce qui m'a pour moi résolu, enfin contribué à résoudre mon problème, c'est la recherche de Diane Vaughan sur la catastrophe Challenger, hein. Et puis ensuite aborder alors là, comment je me pose ce problème d'analyse multiniveau de l'activité en relation de Père-Étoile, comment j'ai essayé à partir de là d'aller interroger la littérature en sociologie, etc. Voilà, pour voir si j'avais pas des entrées possibles de cette question avec cette littérature. Puis à la fin, je voudrais conclure là-dessus. Alors peut-être que ce qu'il y a, c'est que du fait qu'on a pas mal discuté, il me semble qu'il faut que j'insiste plus aussi sur un point, alors je ne sais pas si j'aurai le temps, hein, qui est à propos de ce travail sur la recherche multiniveau et le dernier travail que j'ai fait là-dessus, à propos disons, de l'économie politique, interrogée à partir de cette idée-là. Je me suis posé des problèmes d'appropriation mutuelle, hein, donc de différentes sortes, qui sont à la fois valables pour
voilà, le problème que je me posais en économie politique, vu l'aliénation de tous face au phénomène économique, à part quelques experts banquiers, mais aussi, disons, dans des petits groupes restreints, je sais pas, ça peut être un collectif dans une centrale nucléaire où on parlait, je sais pas, un collectif de militaires face à des situations complexes, etc. Donc il me semble qu'il faudrait peut-être revenir là-dessus parce que à la fois c'est une proposition que je fais, mais qui est purement spéculative, et il me semble que c'est un peu en réflexion ici, donc autant qu'à faire, si je peux, je le ferai. Alors, bien, alors oui, bon, point de départ, alors justement, ce problème technologique de la sûreté, bon, je vous ai donné l'ampleur des fois des questions qui étaient posées, auxquelles il est difficile de répondre, à part faire un peu de rhétorique là-dessus, mais de la politique, quoi. Et il y a quand même là, on est dans une situation aussi que si on va regarder du côté des études sociologiques qui ont traité ces problèmes de sûreté, alors pour moi, vraiment, on est beaucoup dans alors c'est pour ça que j'ai donné le titre « Le doute et leurs produits », Doubt is their product, elle a été écrite par un dénommé David Michaels, qui est un vieil ami qui a fait ça aux États-Unis. Il dirigeait l'OSHA sous Obama, maintenant il a été viré, et qui était justement, sa thèse là-dedans, c'est pour tout ce qui est, disons, protection environnementale, protection des conditions de travail des travailleurs, etc. Les entreprises américaines ont des stratégies qui ne sont pas de tromper le monde simplement, c'est d'installer le doute par rapport aux risques sur la santé qui sont faits, que ce soit sur les travailleurs, sur les gens exposés à des environnements merdiques, etc. On parlait des cocktails de pesticides hier ou des choses comme ça. Donc là, finalement, l'essentiel, et je trouve que les différentes théories, entre guillemets, qui sont développées par la sociologie américaine, souvent, l'accident normal, de Perrow, les High Reliability Organization, trucs de safety culture, etc. Vraiment, bon, alors, là, j'y vais à coups de serpe, mais franchement, ça ressort beaucoup du doubt is their product. Alors ça crée comme ça une soi-disant, disons, débat théorique pour en fait simplement mettre le doute sur les problèmes non résolus de ces entreprises à risque qui sont à résoudre, qui restent à résoudre, alors qui se résolvent en pratique puisqu'on n'a pas encore sauté, donc ça se résout par redondance, par tout un tas d'activités des individus, mais qui sont pas résolus comme problème, disons, technologique. Alors donc à partir de là, vraiment, si je prends la recherche qu'a fait Vaughan, c'est une sociologue américaine justement qui a fait une recherche, alors, elle a dû mettre 10 ans à peu près pour la faire. Il y a eu une catastrophe de la navette Challenger, vous savez, la navette, je ne sais pas, vous avez lu tous Vaughan, vous connaissez Vaughan? Non? Bon, vous savez, ils ont envoyé une navette avec, alors c'était la navette pub, il y avait une incite en haut qui devait faire des cours sur l'astronomie aux enfants des écoles, le tout pour ramasser des crédits pour le Congrès, pour la NASA. Donc là, c'était une grande opération, voilà, Reagan et tout. Bon, paf, il la lance et puis elle explose. Donc, alors là, après, il y a ça, ce qui est bien aux États-Unis, ils ont fait 10 ans d'expertise, d'archives, d'entretien, tout ça, contrôler tout ça, mais il y a une archive absolument démente et notre ami Vaughan a travaillé là-dessus, et là, vraiment fait un bilan de cette affaire-là. Alors, bilan qui est passé complètement à la trappe au départ. Comme elle dit, il n'y a que mon ancien petit ami d'université qui m'a téléphoné, c'est tout. La NASA, zéro, ils n'ont rien dit. Et manque de bol, quelques années après, Columbia arrive, paf, ça saute pareil. Donc, et pour une cause à peu près semblable. Donc, ils ont été obligés de s'intéresser au code de notre ami Vaughan. Et alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette affaire, donc, c'est que, bon, alors ça, je donne des définitions un peu que donne Diane Vaughan. Elle s'est intéressée à l'analyse de la culture, mais vraiment comme analyse, voilà, la culture comme
partie d'une analyse beaucoup plus globale, quoi, des artefacts, donc de toutes les techniques utilisées, analyse sociologique, culturelle, historique aussi sur 10 ans. Hein. C'est aussi une historique sur les 10 ans de préparation, on pourrait dire, d'émergence de la catastrophe, quoi, hein, c'est fait. Donc on n'est ni dans l'anthropologie culturelle, ni dans l'histoire, ni dans la sociologie, ni dans rien. Hein. Donc c'est pour ça que là, par exemple, pour les discussions sur la question de l'anthropologie, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, bon, bah, c'est vraiment bien ce qu'a fait Vaughan de déborder l'anthropologie vers l'histoire sérieusement, quoi, hein, et même justement de s'inspirer beaucoup des anthropologues qui débordent, hein, de tous ces côtés-là, quoi, hein. Bon. Ce qui est exemplaire aussi chez Vaughan, c'est la saisie de l'occasion, parce que c'est pas souvent qu'on a des archives aussi grandioses. Hein. Bon, son point de vue, qui est cherché ce qu'elle appelait la native view, mais qui a beaucoup à voir avec l'expérience de chacun, quoi, hein, des individus. Et puis aussi, alors malheureusement, bon, aussi une réception de ces résultats qui a été souvent, et y compris encore dernièrement en France, par exemple, dans les institutions adéquates, réception des résultats un peu circonscrits au cas. Oh, c'est une affaire américaine, hein, ou une affaire de la NASA, hein, ou il y a l'occasion, quoi, mais sans les notions théoriques et les méthodes. Hein. Éventuellement, maintenant, c'est devenu un peu quelque chose de classique. Hein. Je ne vais pas détailler ça. C'est devenu classique un certain nombre de notions. Par exemple, voilà, Diane Vaughan parle comme élément, disons, finalement de son analyse des distinctions entre management de sommeil et management de base, par exemple, qui sont quelque chose d'installé, hein, et puis qui a contribué à la catastrophe. Alors, pour donner l'anecdote, à la dernière minute, il y avait une controverse autour d'un joint, hein, le joint, en gros, de la capsule avec la fusée, quoi, en gros. Hein. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle le joint, mais enfin, ce joint-là, il avait toujours posé des problèmes depuis 10 ans, quoi, hein, donc pas mal d'années. Et là, il y avait dans le groupe de décideurs, il y en avait un qui était accroché à dire il ne faut pas l'envoyer, les conditions météo ne sont pas bonnes, enfin en haute atmosphère, etc. Donc, bon. Et à un moment, il y a le directeur, le responsable final qui dit à ce gars-là, bon ben maintenant, tu enlèves ta casquette de technicien, hein, et tu prends ta casquette de manager et tu me dis si tu es d'accord ou pas. Et l'autre, manager, paf, je suis d'accord avec tout le monde, et hop, en avant-marche, ils envoient ça et ça saute. Hein. Donc là, pour donner voilà, les distinctions management de sommet, management de base, manager, ingénieur, quoi, hein, ça c'est quelque chose d'important qui de fait a contribué. Quoi, hein. Aussi l'effet dégoulinade. Hein, c'est en anglais, enfin je vous le traduis, mais c'est comme ça que ça se traduit vraiment littéralement en anglais. Hein. C'est les décisions de sommet qui dégoulinent jusqu'à la base, mais vraiment, si au sommet c'est une hypothèse, à la base ça devient une vérité profonde. Quoi, hein. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnements managériaux, quoi, hein, classiques dans les organisations. Alors vous voyez que là, bon, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ça par exemple, ces notions-là, la normalisation de la déviance, hein, le fameux joint, il posait problème à chaque fois, on lançait, ça marchait. Donc bon, finalement, on s'habitue à ce que ça marche quand même. Hein. Donc vous voyez, donc la normalisation de la déviance, c'est ça, le secret structurel aussi. Il faut tellement garder le secret surtout. Hein. Alors ça, c'est à EDF, n'en parlons pas. Hein. C'est le secret par rapport à tous les écologistes qui seraient en embuscade. Hein. Donc, bon, là, c'est quelque chose, voilà, qui participe à ça. Mais ces notions-là, alors maintenant, ça commence à être acquis dans le monde de la sûreté, hein, tout ça. Mais c'est acquis sans les méthodes et les notions, hein, sans l'effort vraiment de cumul anthropologie, histoire, etc., et sans le travail à la fois d'archives, d'entretien, etc., qu'a effectué notre ami Diane Vaughan. Hein. Donc, et alors Botti, pareil, montrait que le contrôle externe gouvernemental était une partie du problème aussi, et pas simplement la solution. Hein. Donc, bon. Alors, ce qui lui manque, bon, c'est une activité. D'ailleurs, il avait un projet si on avait discuté 10 ans avant que je l'invite au congrès de la Société d'ergonomie de langue française en 2011 ou 2012, on avait discuté du contrôle aérien, parce elle voulait justement aller plus fin dans les analyses d'activité. Elle avait trouvé le contrôle aérien, comme j'avais travaillé, on avait discuté là-dessus.
manque aussi d'articulation à l'ingénierie. Vraiment, elle a la pensée, justement, surtout ne pas mettre les pieds dans l'ingénierie, c'est l'affaire de, voilà, des entreprises, quoi, hein. C'est un truc de séparation, on fait de la recherche, nous, fondamentale, universitaire, tout ça. L'ingénierie, on ne met pas nos pieds dans cette, voilà, dans cette gadoue que je conteste profondément, comme vous savez. Donc, bon. Alors, aussi, elle conduit donc à penser plutôt, pas recherche indisciplinaire, mais plutôt recherche multiniveau. Et je voulais peut-être quand même aussi dire... pardon. D'où l'idée, hein, pour moi, d'explorer une idée, une notion qu'a proposé Varela à un moment, qu'on considère qu'après il l'a oublié, en particulier il l'a proposé dans un bouquin dont la traduction en français a oublié la notion, hein. Donc le bouquin, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait en anglais, et la traduction française, la Père Étoile est partie. Alors effectivement, moi l'analyse que j'en fais, c'est qu'il avait donné trop d'extension à cette histoire de Père Étoile, c'était pas encore complètement clair chez lui, sans doute, hein, et qu'après, dans la traduction française, il a revissé les boulons et viré ça qui était encore problématique pour lui, quoi, hein, disons. Mais c'est pas une raison, parce qu'il l'a viré, de ne pas réfléchir et de ne pas essayer de l'améliorer. Alors, l'amélioration, il me semble qu'elle passe par plusieurs choses, hein. De penser multiniveau en tant que processus inférieur, hein, mettons une activité en cours, émergence à partir de là d'un processus supérieur, disons, d'activité, toujours penser en termes d'activité, hein, alors, qui dépasse les bandes spatiales, organisationnelles et temporales du processus inférieur, et puis qui en constitue le contexte. Ça, premier truc. Deuxièmement, le niveau inférieur appartient au niveau supérieur. Ok. Le niveau supérieur contraint. Alors, il y a effet puis contrainte, hein, du niveau inférieur. Alors, il y a quelque chose de plus que j'ai été conduit aussi à ajouter par rapport à ce que j'avais mis déjà dans un texte précédent. C'est aussi que niveau inférieur et supérieur, ils sont contraints aussi en plus par, alors disons, voilà, dynamiques corporelles, situationnelles et culturelles, y compris ces dynamiques-là qui ont, concernant l'activité en cours, qui sont des effets concernant l'activité en cours, mais des effets d'activité antérieure, si vous voulez, hein. Donc, vous voyez que là on est obligé, alors un élément qui m'a semblé très important, justement, quand j'interrogeais l'économie politique, c'est ça, justement, qui est d'introduire ce quatrième élément qui n'était pas du tout au départ dans mon idée de Père Étoile, et qui me semble qu'il est nécessaire pour que ça soit opérationnel, cette notion-là. C'est-à-dire que là, il y a... alors, je vais vous dire comment je schématise ça, a priori. Voilà. Alors oui, donc faire mieux que Dan Vaughan, c'est penser empiriquement comme ça, et puis technologiquement articuler avec une ingénierie des situations, mais plus large, hein, plus large et complexe. Par exemple, l'ingénierie de la formation à EDF pour 30 000 gus. Hein, donc voilà. Et alors, avec toutes les conceptions de dispositifs, etc., qui vont avec, je ne vais pas détailler, hein, pour aller plus vite. Alors ce qui amène quand même à réfléchir sur la notion d'objet théorique. La notion d'objet théorique, en général, on pense à... là, c'est une notion que je croyais d'ailleurs courante, hein, mais qui n'est pas si courante que ça, en fait, hein. Donc, moi, j'hérite, là, je suis de la génération antérieure, donc j'hérite de tout un climat en France qui était de philosophie des sciences et d'histoire des sciences, hein, qui tournait autour de Coiré, des gens comme ça, Canguilhem, etc., et qui vraiment cherchaient vraiment à solidifier finalement l'épistémologie, et qui insistaient sur cette notion d'objet théorique, c'est-à-dire cette idée que toute recherche quelconque sélectionne, hein, dans le réel quelque chose qui est une sélection qui n'est pas, qui est pas triviale, quoi, hein, qui n'est pas le réel lui-même, hein. C'est un objet théorique qui est construit, quoi, hein. Alors les philosophes althusériens avaient appliqué ça à Marx, hein. Ils avaient fait une analyse du capital en termes de quel est l'objet théorique du capital de Marx. Voilà, c'est pas ce qu'on dit, c'est tel, c'est la structure
structure du mode de production capitaliste, disait-il, et puis toutes les actions des individus devenant des effets de cette structure. Hein, c'est-à-dire tous les individus dans un système capitaliste sont finalement les supports de la structure des rapports de production capitalistes, quoi, hein. Après, ça a posé plein de problèmes à ces amis-là, hein, ces gens-là. Donc, mais la notion d'objet théorique, en général, on prend, vous voyez, par exemple, si vous prenez l'idée structure du mode de production capitaliste, vous voyez, vous avez un ensemble, là, comme une espèce de chose, comme ça. Là, vous voyez, quand je dis objet théorique, c'est une paire de niveaux. Déjà, on parle plus de choses comme ça, de structure, on parle de processus, déjà, on est passé déjà à autre chose, hein, et puis deux, en plus, une sorte de double processus qui boucle, quoi, hein. Donc là, vous voyez que là, il y a une idée de partir de l'abstraction objet théorique pour la remplir par quelque chose d'un peu nouveau, quand même, pas, en tout cas qui n'est pas classique, quoi, hein. Donc, ce que je suppose qu'il faut faire, enfin bon, hein. Donc c'est cette histoire de notion de paire étoile. Alors j'ai mis Varela revue au sens où justement dans les citations que je vois de Varela, quelquefois la paire étoile, le niveau supérieur, il émerge mais il ne contraint pas, quoi, hein. Il émerge de l'inférieur mais il émerge de l'inférieur mais il ne contraint pas l'inférieur. Alors que dans d'autres endroits, chez Varela, c'est bien comme je dis, quoi, hein. Donc là, c'est quelque chose à clarifier éventuellement. Et puis alors, penser, alors c'est ce que je voulais dire, mais que je me suis j'ai trop avancé, les niveaux phénoménologiques, donc inférieurs, supérieurs, et des relations entre eux, ne pas les confondre avec des niveaux explicatifs. Alors c'est là que, à la fois, ça m'amène à revenir sur ce qu'on étudie classiquement dans les études cours d'action, hein. C'est la figure que je vous montrais déjà, hein, cours d'expérience. On analyse alors les niveaux moyens d'analyse de l'activité. Toujours, on est dans de la phénoménologie, hein. Là, c'est phénoménologie de cours d'action, articulation collective de cours d'action, cours de vie, etc. En tout cas, ce qu'on peut saisir dans des limites je sais pas, tranquille, disons, d'espace, d'organisation et de temps, quoi, hein, pas sur 20 ans, quoi, hein, du type, le mieux que j'ai fait, moi, c'est sur 5 ans avec un compositeur de musique contemporaine, mais et encore, vous voyez, en le coupant, en l'intéressant uniquement à son cours d'action à lui et pas du tout à ses articulations collectives avec d'autres qui, en tout cas, voyant cette articulation uniquement à partir de lui. Donc, vous voyez, déjà une réduction quand même forte, disons, du réel. Et puis, des dynamiques culturelles, situationnelles et culturelles qui constituent... Alors, mon problème à ce moment-là, c'est d'avoir finalement des notions phénoménologiques, comme j'ai des notions phénoménologiques pour décrire ces niveaux moyens d'activité, d'avoir des notions phénoménologiques pour décrire ces niveaux supérieurs, quoi, hein. Et c'est là que je vais chercher mon ami Diane Vaughan et dire que finalement, ce qu'elle nous traduit par normalisation de la déviance, effet d'éligoulinate, tout ça, finalement, c'est des bonnes notions de description, finalement, alors concrètes, dans une situation donnée, de niveau supérieur. Ça devient des configurations dynamiques d'activité au niveau supérieur, hein. Alors pour reprendre plutôt une notion qu'on peut piquer à Norbert Elias, hein, donc là, ou de notion de tendance, par exemple, hein, de tendance de convergence d'activités. Alors ça peut être activité syndicale, patronale et étatique qui convergent vers une crise, hein. Ça peut être des convergences, des tendances comme ça, par exemple, hein. Et là, donc, finalement, ça, c'était, je me reprenais les niveaux habituels cours d'action, hein, avec en haut, je mettais, voilà, on élabore, après on monte et on finit par élaborer des modèles spécifiques, et puis après éventuellement on revient sur tout ce qu'on a fait avant, hein. Bon. Et le faire aussi avec les paires de niveaux supérieurs. Et alors, j'ai dit moyen toujours, hein, parce que, c'est peut-être une finesse qu'il faut peut-être arrêter, c'est parce que vraiment niveau inférieur, pour moi, c'était ce que fait Varela en neurophénoménologie, hein. Donc là, tout ce qui se ressort plutôt vraiment de jeux neuroscientifiques, etc. Donc là c'est pas du terrain, quoi, en gros, pour aller vite, hein. Donc voilà, je me cantonne, moi, là,
à ce qui s'étudie sur des terrains complexes, culturels, situés, tout ce que vous voulez, hein, techniques. Donc là, ben, voilà, penser pareil, mais simplement, effectivement, là, introduire donc le niveau supérieur, niveau moyen, le jeu entre eux, avec des relations d'inclusion, d'émergence, de contraintes, et puis ne pas oublier les dynamiques culturelles, situationnelles et corporelles, ce qui est installé pendant la période, vraiment j'insiste là-dessus, on est obligé là de ne pas rester flou sur les limites de la durée d'activité qu'on considère. Hein. On doit considérer une période d'activité donnée, et ce que j'ai mis en haut, dynamique culturelle, c'est ce qui est installé pendant cette durée-là, mais aussi qui a été installé qui sont des effets, disons, qui continuent, hein, des activités antérieures. Hein. On est obligé de faire cette séparation, sinon on ne comprend rien, enfin on ne peut pas analyser, d'après moi. Hein. Mais bon, d'après, on voit, disons spéculativement. Alors à partir de là, je vais faire un petit parcours. Hein. Il faut voir que quand même que je me donne pas du parcours, mais je vais faire du rapide. Hein. Là, finalement, je cherchais, c'est dans les voilà, dans ce qui existe, qu'est-ce qu'il y avait comme entrée possible, disons, de cette idée multiniveau et en quoi ça pouvait contribuer à mon problème multiniveau. Hein. Et aussi, j'ai été revoir cette question de la sociologie de la structuration d'Anthony Giddens, hein, qui, justement, qui a l'intérêt de ne pas simplement dire micro-macro. Hein. Déjà, j'avais envie de réagir déjà hier un peu sur micro-macro. Hein. C'est un bon point de départ, mais après, c'est intérêt à théoriser et le micro et le macro. Quoi. Je préfère parler de niveau moyen d'activité et pas de micro. Hein, et pas de macro. Hein. Alors j'ai rajouté et la dénivellation épistémique des structures. Alors, ça renvoie à un philosophe d'Aix-en-Provence, il est mort maintenant, qui a fait un bouquin vraiment passionnant sur méthodologie économique, ça s'appelle. Il avait fait une analyse épistémologique de l'économie dans les années 50, hein, qui était l'économie de cette période-là, mais enfin qui n'a pas changé massivement à part la complexification mathématique. Hein. Et justement, il se posait ce problème, il disait voilà, il y a une dénivellation épistémique des structures en économie, au sens où ben voilà, la macroéconomie, vraiment, là, elle a rien. Enfin, c'est deux on prétend les relier, et puis c'est deux épistémologies complètement différentes. Là, il y a un blême, quoi. Hein, voilà. Donc, il me semble que c'est une bonne notion, enfin, bonne idée, ça, de critique, quoi. Alors, bon. Sociologie des organisations. Donc ce que je cherche là-dedans, moi, c'est qu'est-ce qui dans des construits qui ont été faits par différentes disciplines, hein, peut à la fois poindre vers l'activité, hein, donc là, qui pourrait être titillé par à la fois l'énaction et éventuellement le programme pour d'action, hein, et puis qui aussi déborde de son précaré disciplinaire, hein, c'est-à-dire voilà, qui sort d'une définition étroite de sa discipline. Les sociologues des organisations, ils font ça, ils font pas autre chose. Les anthropologues font ça et pas autre chose, etc. Donc, parce que là, j'en ai besoin si je veux faire du multiniveau, hein, disons. Alors effectivement, on pourrait dire, on peut trouver, hein, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est un peu emmerdant, mais alors par contre, je voudrais insister quand même sur des choses, par exemple, dans des recherches préalables sur les cours d'action, il y a eu des apports de notions explicatives, hein, qui ont été issus de recherches de ce genre, hein, mais qui me semblent sont intéressantes à réinterpréter en termes multiniveaux, à y penser en termes de multiniveaux. Les notions de construit d'action collective de Crozier, par exemple, enfin je ne sais pas, vous parlez de Friedberg, hein, c'est donc ces notions-là. Bon, finalement, ça ressort en tout cas, c'est une notion du genre configuration dynamique d'activité qui est à un niveau supérieur. Les configurations d'activité d'Elias, voilà, c'est même encore plus proche qu'avait commencé à mettre en œuvre Philippe. C'est des notions plus proches. Alors, par contre, là, dès qu'on aborde, par exemple, la sociologie de la pratique de Bourdieu, à la fois on a quand même le rapport à l'anthropologie de cette sociologie, ça débordait quand même la sociologie vers autre chose.
Bon, des notions d'habitus, tout ça, de pratique, qui vont vers une notion d'activité, etc. Et puis vous avez aussi, alors, sa haine viscérale pour la phénoménologie, donc qui l'empêche d'aller plus loin, hein, je pense. Donc là, on est obligé d'avoir un jeu à la fois de tiens, c'est intéressant, puis tiens, c'est à critiquer, enfin, en tout cas, il faut s'en débarrasser, sinon on est foutu, quoi. Bon. Là, ben, le jeu de l'anthropologie culturelle et l'anthropologie cognitive est intéressant aussi, il me semble, mais tous les anthropologues cognitifs ont toujours l'anthropologie culturelle comme arrière-fond. Est-ce qu'on en fait un problème scientifique de la relation entre les deux? Là, c'est bon, ben, on se contente souvent du fond, quoi. Hein, et ça, bon, il me semble que c'est un problème à dépasser. Mais en tout cas, au moins, il y avait aussi alors tous les éléments pour s'intéresser à l'activité. Bon, en histoire, micro-histoire, par exemple, il y a une micro-histoire, mais souvent la micro-histoire, c'est une théorie alternative de l'histoire. C'est pas, donc il n'y a pas vraiment une articulation pensée de niveau. Alors il y a dans les coins des thésards qui font ça, hein, mais en tout cas, ça ne fait pas partie complètement. En tout cas, c'est à clarifier. Voilà. Alors, tout ça, ça m'a amené aussi à aller regarder du côté de l'économie politique. Alors pourquoi je l'ai fait, c'est aussi parce que j'ai fait ça quand j'étais petit, là, donc j'ai toujours eu envie d'y revenir, quoi, quand même. Donc j'ai toujours constitué une documentation là-dessus, quoi. Hein. Bon, alors, je me suis posé les problèmes, justement, l'économie politique et l'activité humaine. Alors là, je me sens assez sûr de moi critiquement. Après, positivement, comme je dis à certains, je me sens moins sûr de moi. Bon, là, d'abord, sur les rapports de l'économie politique à l'activité humaine, on peut classer de façon intéressante, il me semble, les différentes économies politiques qui sont apparues. Hein. L'économie politique classique, c'est vraiment alors, le travail, donc l'activité de travail, comme quasi transcendantale. Hein. Ça, c'était Foucault qui proposait cette notion-là. Hein. Quasi transcendantale, ça veut dire c'est quelque chose qui est toujours là, quoi, qui est vraiment vital, on ne peut pas s'en passer. Simplement, il ne faut surtout pas en faire un objet de science. Quoi, hein. Voilà. Donc là, l'économie classique, c'est ça. On pourrait dire, voilà, tiens, notre ami Adam Smith, qui a inauguré l'économie classique, bon, ben là, il parle de la division du travail. D'ailleurs, à mon avis, il n'a jamais mis les pieds dans une usine. À mon avis, il a repris ça, tous les exemples qu'il le donne. Il a repris un dénommé Babbage qui avait explicité ça, mais très en termes de tâches bien découpées, etc. Le travail, surtout, on ne va pas mettre son nez dans cette affaire-là. Quoi, hein. Donc, et c'est entendu, quoi. On ne met pas son nez là-dedans. Ça vous rappelle que Foucault, il avait trois quasi transcendantaux, d'ailleurs, qui nous intéressent tous. Hein. C'est le travail, hein, le langage, surtout pas aller à l'origine du langage. C'était interdit par tous les congrès de linguistique, hein, donc, à un moment. Hein. Et puis, surtout pas aller s'intéresser à la vie, quoi. Hein. La vie, il faut la prendre comme donnée, puis après, on travaille. Mais la vie, c'est donnée, c'est pas objet de science. Hein. Alors, vous voyez bien, d'ailleurs, que l'inaction, déjà, ça trouble un peu dans cette affaire-là, quand même. Hein. Bon. Donc, l'économie classique, le travail comme quasi transcendantal. Bon, je ne vais pas trop m'intéresser. Marx, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il jette le trouble là-dedans. D'un côté, avec... disons, sa base qui sont les thèses sur Feuerbach de Marx, où, en gros, Marx, il propose, alors c'est finalement de concevoir la réalité comme pratique et pas autrement, que c'est la seule solution pour se sortir vraiment en gros de la bêtise. Hein. Donc là, il est radical. Après, éventuellement, il peut, en tout cas dans les thèses sur Feuerbach, rabattre ça sur une activité purement collective, donc sur un collectivisme. Hein, c'est l'activité des masses, c'est pas l'activité, c'est l'activité des masses. Hein. Donc là déjà, je crois qu'on est en passe d'être mal, parce que déjà, si on traite les masses sans les individus, sans leur émergence par les individus, effectivement, on risque de faire le mal. Voilà. Alors, il applique ça à l'économie politique, mais il trouve comme solution, seulement comme solution, hein, de la notion de valeur travail, hein, c'est-à-dire de ramener finalement la notion de valeur
donc les primes et aussi les salaires disons, au temps de travail socialement nécessaire par toute une construction que je vous épargne, hein, et qui est une notion justement qui a montré son échec empirique, quoi, hein, total. Donc que tous les marxistes sérieux cherchent à s'en débarrasser, quoi, hein, donc je vais pouvoir vous parler d'appropriation. Alors bien. Donc là-dedans, ça m'a amené quand même. Alors déjà, bon, il y a plusieurs problèmes qui sont abordés. Si on veut penser multiniveau en rapport avec l'activité. Premier problème, une série de problèmes méthodologiques, hein. D'abord, l'observatoire. On voit bien que vous avez prenons les hommes d'affaires. Ils ne sont pas fanats, les hommes d'affaires, qu'on les suive partout puis qu'on leur fasse des autoconfrontations, hein, puisqu'il y a toute une partie de leur activité qui est à se cacher des autres. Alors on est dans le secret des affaires. Il y a une loi qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Hein, alors, éventuellement, là, vous voyez bien, on est obligé à la fois d'avoir des traîtres. Alors, je dirais, c'est des traîtres pour la bonne cause. Hein. C'est-à-dire que des banquiers, par exemple, qui acceptent de jouer le jeu-là, mais parce qu'ils sont aussi, ils ne sont pas seulement banquiers, ils aiment la science et ils aiment la philosophie et tout, quoi, hein. Donc, bon, et ça existe. Hein. Désolé, ça existe. Les Saint-Simoniens en étaient au XIXe siècle, et il y en a encore aujourd'hui. Hein. Comme d'ailleurs, je pense que, quand je dis ça, je pense aussi à des artistes de musique contemporaine avec lesquels j'ai travaillé. C'est pas, par exemple, pour le compositeur avec lequel j'ai le plus travaillé pendant 5 ans, hein, quand même, chez les compositeurs de musique contemporaine, on se cache pas mal des concurrents. Hein. N'importe comment, effectivement, ils vont tous être à vouloir le même poste au Conservatoire de Paris, hein, à un moment. Hein. Donc il y a intérêt à se camoufler leur recette de cuisine, hein, par un bout. Donc c'est comme d'ailleurs une étude qui avait été faite là dans un labo d'embryologie, hein, une étude très proche de cours plus anthropologique culturelle, mais très proche d'analyse d'activité, où il y avait une chercheuse senior qui gérait deux thésards. Hein, la chercheuse senior d'ailleurs étant à regarder en haut qu'elle se soit, parce qu'il fallait qu'elle se conforme à sa hiérarchie dans ces trucs-là, hein, donc ils ont tous des divergences et des convergences là-dedans. Puis les deux thésards, éventuellement, ils vont être deux aussi sur le même poste, hein, un jour. Donc là, c'est des relations quand même complexes qui sont en jeu, quoi, hein, à la fois de coopération et puis d'éventuellement d'antagonisme, quoi, hein, mais comme au ping-pong, je sais pas. Carole avait montré, c'est Germain Poisat avait montré les jeux de coopération et d'antagonisme, y compris dans la même équipe. Hein, quand on joue à 4, dans la même équipe, il y a coopération, il y a quand même un certain antagonisme, et il y a aussi coopération avec l'équipe de l'autre côté, quoi, hein, parce qu'il faut pas faire des coups foireux, parce qu'après ils vont se venger les autres. Il faut aussi faire un bon spectacle pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas que de l'antagonisme non plus dans le conflit, dans les sports disons de compétition. Alors là, donc des questions d'observatoire, hein, des questions d'atelier aussi, hein, donc éventuellement, pour même analyser au niveau moyen l'activité des hommes d'affaires et autres de ce genre. Hein, alors une fois qu'on arrive, ils sont réglables, hein, ils sont réglables éventuellement en saisissant l'occasion. Hein, j'ai insisté pour Diane Vaughan sur le fait qu'elle a saisi une occasion. Elle avait un matériau qu'on donne pas d'habitude les sociologues. Hein, donc il faut la saisir quand il y en a, quoi, hein, au moins faire de la catastrophe Challenger une bonne chose finalement. Hein, alors, il me semble que là, il y a aussi quelque chose qui me semble qui était ouvert, en tout cas pour moi, en rapport avec l'économie politique, qui est vraiment... Je me posais la difficulté maximale avec l'économie politique, hein, par rapport à la recherche multiniveau. Hein. On peut revenir à un atelier d'architecture, c'est quand même un peu moins complexe quand même. Hein. Donc là, je poussais le bouchon pour tester les difficultés au maximum. Hein. Après, on revient à justement ce qu'on est capable de faire à un moment donné, y compris avec toutes les situations
la situation qu'on a, ces moyens conceptuels, tout. Mais il me semblait là justement que s'ouvrait au moins pour l'économie, alors ce que j'appelais morale provisoire, ça c'est en référence à mon ami Descartes, hein, ou méthode conjoncturelle, hein, c'est la même chose pour moi, c'est bon, voilà. C'est faire un compromis avec le monde avec lequel nous vivons, quoi, hein. Donc qui est, même si par exemple, je sais pas, je peux contester par ailleurs telle élaboration, par exemple des courants institutionnalistes actuels. Prenons voilà disons de l'école de la régulation, par exemple, ou des micro-écoles qui sont nées d'elle, par exemple. Bon, en même temps, voilà, ils ont produit des choses intéressantes, certaines qui peuvent être complémentaires, etc. Et là, bon, méthode conjoncturelle, c'est finalement, éventuellement, de travailler avec une de ces écoles, hein, une seule. Bon, d'accord, on s'appauvrit en travaillant avec une seule, hein, mais en même temps, c'est s'appauvrir pour pouvoir avancer, quoi, hein, pour avancer sur les hypothèses qui sont faites par ces écoles, en quoi l'analyse d'activité au niveau moyen, donc le couplage, disons, du type Père-étoile peut apporter quelque chose. Alors ça, éventuellement, on pourrait voir jusqu'à quel point il faut généraliser ce type de morale provisoire, hein, une méthode conjoncturelle. Alors, je vais pas vous passer, je vais passer directement quand même à la question finale que je voulais aborder, qui est dans ce travail sur l'économie politique. Il me semble que là, je me suis senti obligé de réfléchir sur la notion d'appropriation. Alors, je vous ai dit hier que la notion d'appropriation, pour moi, c'est pour ça que j'en ai parlé hier, puis finalement, je pense qu'il faut en parler des deux côtés. C'est quelque chose de, en gros, trans-objet théorique. L'appropriation, elle est à considérer dans tous les objets théoriques qu'on peut définir en faisant donc en joignant les hypothèses fondamentales, type cours d'expérience, etc., à des hypothèses, un autre, par exemple cours de vie, on fait quand même une hypothèse supplémentaire. Quand on dit cours de vie, on fait quand même l'idée que la description de ce qui ressort à ce cours de vie relatif à une pratique, hein, donc à une pratique donnée. On ne fait pas qu'une pratique donnée, hein, on fait, je sais pas, mon compositeur de musique contemporaine, il ne faisait pas que de la musique, il avait des enfants, etc. Donc là, on extrait quand même quelque chose de sa vie. Alors éventuellement, dans cette extraction, apparaissent les rapports que cette extraction a avec le reste de sa vie. Par exemple, il a eu telle idée de compositionnelle quand il baignait son gamin, d'accord, hein, donc ça on l'a, mais c'est quand même à partir de l'extraction, disons, hein, en rapport avec son projet musical donné à un moment donné. Hein. Donc ces différents objets théoriques, alors où à chaque fois il faut évidemment préciser les hypothèses qu'on fait supplémentaires qui sont en jeu pour les définir, pareil, articulation collective, etc. Pour moi, tous, ils posent le problème de l'appropriation, puisque le problème de l'appropriation, c'est le problème finalement de la relation entre finalement un système vivant et le monde, en particulier un système vivant humain et le monde, ou un ensemble, un groupe alors plus ou moins constitué, donc disons à la fois, alors que hein, j'aime bien cette formule-là, c'est à la fois collectivisé et décollectivisé, hein, constamment. Donc, je sais pas, c'est un groupe dans un groupe de conduite d'une centrale nucléaire. C'est un collectif, mais relatif, parce que d'abord, chacun ne fait pas la même chose. En particulier, par exemple, dans une conduite accidentelle, ils ont tellement des procédures séparées qu'ils se rendent compte qu'à certains moments, ou quand ils se bousculent dans la salle de contrôle, hein, et alors ils se rendent compte plus souvent que ce qui est conçu par les procédures, mais c'est quand même bon. Ils ont beaucoup de moments où ils élaborent chacun de leur côté, donc leur couplage, la façon, leur asymétrie avec la situation, elle est transformée chacun de leur côté, dans certains, y compris sur place quand ils sont ensemble. Alors parlons pas quand ils rentrent chez eux, ou quand ils vont en week-end, ou qu'ils font autre chose dans la vie. Hein, donc même avec des collectifs de travail, donc là c'est le rapport entre, disons, ce système vivant, éventuellement collectif, avec les réserves que je fais, avec le monde. Donc c'est cette espèce d'intervalle jusqu'à quel point, disons, voilà, il y a une espèce disons, de séparation qui se fait entre l'acteur et puis le monde, hein, par
situation propre, enfin, monde propre, corps propre et culture propre. Donc ça, c'est valable, voilà, tous objets théoriques, puisque on peut bien dire s'il y a des éléments d'appropriation qui donnent lieu à conscience prospective, il y en a d'autres qui n'en donnent pas du tout, quoi, hein. Alors moi, je sais pas, souvent je me base sur mes expériences personnelles d'appropriation qui m'ont surpris. Alors a posteriori, je peux toujours rationaliser tout ce que je veux, mais enfin, en tout cas, pendant que l'appropriation se faisait, je peux dire que j'étais clairement sans conscience préréflexive de cette appropriation, hein. Et là, bon, justement, il me semble c'est intéressant d'élargir encore cette notion d'appropriation. Donc, on la conçoit jusque-là dans les études convection comme un rapport qu'on a avec des informations qui sont données. Je pense en conduite automobile, voilà, là c'était un exemple que je donnais dans mes cours souvent, c'est finalement que par exemple dans la formation à la RATP à la conduite, hein, par les conducteurs de bus, on les forme à surveiller non pas le clignotant des bagnoles devant, mais plutôt, ou derrière, mais plutôt les roues, quoi, hein. Parce que les roues avertissent plus de ce que fait le conducteur que le clignotant, quoi, hein, voilà, hein. Vous voyez bien que là, alors je sais pas, moi j'ai jamais été habitué à regarder les roues, hein. Quand j'ai appris ça, maintenant je regarde les roues. Donc il y a quelque chose qui s'est intégré à mon monde propre, hein, qui n'y était pas. Je peux dire que c'est clair, hein. Bon, exemple, hein, bon, on peut faire pareil. Alors, voilà, des choses des événements qui peuvent se produire dans la nature, mais c'est aussi des dispositifs, hein, donc une machine, etc., hein. Ça peut être, je vous avais donné un peu vite fait l'exemple du chef d'orchestre, hein, une partition ancienne qui redécouvre, ou une partition nouvelle. Voilà, il y a toujours des trucs bizarres dans une partition. Enfin, en tout cas, elle est nouvelle. Et puis même si elle n'est pas nouvelle, on la revoit chaque fois de façon nouvelle, à chaque fois qu'on est amené à la faire jouer, etc., hein. Et alors, si on s'intéresse là à un peu plus large, l'appropriation à plus large que des événements dans la nature, ou plus large que des dispositifs, que des textes ou des systèmes de notation, des systèmes symboliques quelconques, là se pose tous les autres, par exemple, voilà, l'exemple que je vous donnais. Alors, est-ce que je vous approprie à moi, quoi, hein, alors, vous approprier à moi, c'est pas vous transformer, hein, c'est en plus, on pourrait dire m'adapter à vous, hein, d'une certaine façon. Donc là, vous voyez, là, oui, je vous connais, il y en a une partie d'entre vous que j'ai fréquenté, il y en a d'autres pas, etc. Mais bon, il y a effectivement, d'ailleurs, on pourrait dire que peut-être que dans les 2 jours, on pourrait trouver des phénomènes d'appropriation, où je me suis approprié à vous par un bout ou par un autre, hein, je pense, certainement, mais alors qui ne me sont certainement pas conscients du tout, hein. Mais en même temps, c'est un peu... si on s'intéresse à l'activité collective, c'est un peu faible ça, parce que dans l'activité collective, si on s'intéresse au collectif qu'on forme aujourd'hui, par exemple, il y a vous et moi, quoi. Donc là, il y a notre double asymétrie, même en vous ravalant un collectif comme ça, unique. Et là, il y a, on pourrait dire, éventuellement... je vous approprie à moi, mais éventuellement vous m'appropriez à vous, hein. Et il y a éventuellement un jeu un peu qui se font dans nos communications, etc., où se font une sorte en gros, de compromis, quoi, hein, d'une certaine façon. En gros, vous acceptez de vous aliéner à moi et moi de m'aliéner à vous aussi, hein, si on pour prendre des termes gros, hein, qui ont été quand même pas mal fort chargés, disons, hein, de signification. Et ça, il me semble que ça, c'est quelque chose qui est important à considérer dès qu'il y a des activités collectives, dans une centrale nucléaire, etc. Alors je me suis posé à propos de l'économie, parce qu'en économie, traîne la notion d'aliénation, puis que de fait, on est tous aliénés par rapport aux phénomènes économiques qui nous tombent sur la tête sans qu'on le sache, sans qu'on le prévienne, qu'ils nous préviennent, disons. Voilà, c'est un peu ce qui était dit aussi tout à l'heure à propos du cheval, hein. Donc je ne pouvais pas le manquer là, mais en même temps, justement, on ne peut pas le manquer non plus, il me semble, dès qu'on s'intéresse
à l'activité collective, à l'organisation, etc. On a un problème, là, des problèmes d'appropriation mutuelle qui sont à considérer. Alors là-dedans, on peut aussi, alors, tout en considérant ça, penser une appropriation unilatérale quand même. Je peux penser vous approprier à moi unilatéralement, c'est vous approprier en tant que finalement en tant que type institutionnel de gens qui sont dans un séminaire de recherche, etc. Donc là alors c'est ce que je vais appeler appropriation unilatérale institutionnelle. Disons, je vous approprie non pas concrètement à moi, vraiment dans une relation très, très fine, je vous approprie finalement à travers finalement vos types de comportements fondamentaux créés, qui sont beaucoup contraints, disons, par la situation dans laquelle vous êtes, de jeu entre des programmes de recherche, je ne sais pas tous ceux qui sont dans la nature, c'est un certain nombre, enfin bon, c'est en sciences de l'éducation, c'est par ailleurs, etc. Donc on pourrait dire, il y a quelque chose, disons, et d'ailleurs, cette appropriation unilatérale institutionnelle, la science peut y contribuer, au sens si je m'intéresse à votre analyse collective, par exemple la façon dont vous réagissez à ce que je raconte, on peut faire une étude de l'activité de réception de votre part. Ça a été fait, moi, par un de mes étudiants quand j'étais à Compiègne, qui s'était intéressé à la réception par les spectateurs d'un spectacle de magie. Alors lui, il était magicien amateur chevronné, donc il a essayé de faire ça, et ça donnait, c'était un mémoire assez marrant. Alors, c'était du cours d'action sauvage appliqué sauvagement, mais intéressant, quoi, et là, voilà, on pourrait dire, voilà, je peux avoir une contribution, la connaissance, disons, de vos activités de réception me concernant peut contribuer à mon appropriation unilatérale institutionnelle, ou on pourrait dire typique ou archétypique. Bon, voilà, il faut. Et alors, mais il y a aussi autre chose donc, qui est à considérer, il me semble, c'est de bien séparer, d'abord, bien séparer deux choses, l'appropriation et l'appropriation transformation. Alors ça m'était obligé par aussi la relecture que j'étais obligé de faire de Marx. Là, les stoïciens, vous savez, Marx, il s'est inspiré quand il a proposé sa notion d'aliénation. Justement, ce qui est rigolo chez Marx, c'est qu'il parle de l'aliénation en la découplant complètement de son opposé, qui fait couple avec elle, qui est l'appropriation. Alors, il va piquer l'aliénation aux stoïciens, mais manque de bol, les stoïciens, ils avaient deux termes, ils avaient aliénation d'un côté, allotrosis, et puis ils avaient oikeiosis, et ils en faisaient la base de leur morale, l'appropriation, sans rapport avec une quelconque propriété dans cette affaire. C'était justement après d'ailleurs, si on coince l'aliénation dans la propriété ou non des moyens de production, on fait un peu un compactage bizarroïde. Merci. Non, ça y est, c'est bon. Alors, donc, appropriation, on pourrait dire que jusqu'à maintenant, ce dont on a parlé finalement en termes d'appropriation dans le programme cours d'action, c'est de l'appropriation, c'est l'action, c'est-à-dire c'est ce qui se fait voilà, dans mon interaction avec vous, par exemple. Mais il y a aussi des appropriations, c'est celle qui intéressait Marx d'ailleurs, enfin, négativement, et je ne veux pas entrer dans le détail, mais qui posait en tout cas quand il proposait sa notion d'aliénation, c'était on est aliéné aussi par rapport à toutes les possibilités de la science qu'on ne peut pas exploiter dans le travail. Donc c'était ça dans le truc. Donc c'est aussi aliénation, mais aliénation qui contient à ce moment-là une une non-relation, disons, avec la science et la technologie. C'est-à-dire que l'ouvrier d'industrie qui est, voilà, tous les postes lui tombent sur le nez sans qu'il ait pu collaborer à la fabrication de son poste de travail. Donc à ce moment-là, on peut dire, voilà, il est aliéné par rapport à la transformation de son activité. Par contre, on peut justement développer un processus d'appropriation-transformation qui passe alors par une certaine sortie, disons, de l'usine, qui passe par éventuellement de la recherche empirique et technologique à côté. D'ailleurs, c'était un peu posé aussi ce matin à propos du cheval par le fait que la présence de chercheurs aussi pouvait contribuer à décloisonner les institutions. Ça décloisonne aussi les situations de travail dans certains cas. Donc,
et c'est nécessaire donc avec l'idée d'appropriation-transformation. Donc une fois qu'on a séparé appropriation-action, appropriation-transformation, on peut se poser là justement, être à la fois, je trouve, un peu plus analytique sur l'appropriation, et puis aussi alors, se poser le problème d'appropriation, transformation mutuelle, appropriation, action mutuelle, etc. Cette espèce de jeu, appropriation, aliénation, hein, j'ai supprimé le mot parce que pas appropriation, aliénation, action mutuelle, ça devient fou. Hein, donc voilà. Mais vous voyez bien cette espèce de double relation quoi, hein, qui se fait, qui est liée au fait à la double asymétrie hein, qui existe entre chacun, mais par exemple entre nous, ou trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble qu'on ne peut pas louper quand on veut faire de l'analyse multiniveau, parce qu'on est d'emblée dans du collectif, là, hein, donc on ouvre hein, du côté de l'organisation, du côté de l'espace, du côté du temps, etc. Et donc du temps aussi, là ça compte, puisque les processus d'appropriation, ça prend du temps. Hein. Mais on ne peut pas le louper là, mais il ne faut pas non plus peut-être pas le louper même dans des collectifs plus restreints. C'est ça que je voulais terminer là-dessus quand même pour vous dire où j'en étais de cette question-là. Alors vous voyez que sur enjeux et défis, etc., voilà, pour moi, je vous ai donné ceux qui m'étaient apparus, mais vraiment dans les suites de ma réflexion depuis le pivot qu'a été la méthode réfléchie, et puis mon éloignement, à part vider les fonds de tiroir empiriques que j'avais accumulés, éloignement de nouveautés empiriques, quoi. Je ne fais pas de nouvelles recherches empiriques. Oui, Jacques, je me demandais ce que ce serait un idéal d'appropriation, transformation des situations économiques dans le cadre d'un programme de recherche technologique. Non, j'ai rien compris, excuse-moi. Vas-y. Je vais me rapprocher. Je me demandais ce que ce serait un idéal, tendre vers un idéal d'appropriation, transformation des situations économiques dans le cadre d'un programme de recherche technologique. Comment est-ce qu'on s'y prend pour développer une technologie? Non, là, écoute, voilà, merci de faire tout ça, c'est bien. J'ai compris que tu lui donnes le bouquin à lire comme ça. Oui, là, il va être obligé de lire mon projet de bouquin, là, pour y contribuer. Donc on en est là. Non, écoute, là, tu vois bien, en plus c'est purement spéculatif ce que je dis là, hein, donc c'est à partir de la lecture, ou lecture ou relecture de ces théories économiques. Alors en allant au fondement, je m'intéresse moins à la cuisine immédiate de comment, je sais pas comment nationaliser, je ne sais quoi. Hein, donc là, donc en allant aux questions de fondement de l'économie politique, en regardant par exemple, je sais pas, dans l'institutionnalisme contemporain, par exemple, il y a l'école de la régulation puis l'école des conventions, par exemple, que j'ai surtout regardé, mais j'ai regardé aussi des petites écoles secondaires qui sont en rapport avec elles. Là, c'est m'intéresser vraiment là, au fondement et pas à la cuisine, quoi. Hein, au fondement, et y compris au fondement en termes d'ateliers et d'observatoires. Hein, donc aller au fondement, justement, qu'est-ce qu'on peut dire des programmes en jeu, quoi, dans ces affaires-là, tu vois, quelles sont les hypothèses ontologiques, etc. Tu vois, hein, donc là, je me suis limité à ça. Et là, ça, tu vois bien que, je ne sais pas, chez les économistes aujourd'hui, la question de l'appropriation par le zigoto de base des situations économiques, c'est pas vraiment leur problème. Hein. Donc là, tu peux dire qu'ils vont pas m'aider beaucoup par leurs écrits. Hein. Là, peut-être quelques marxistes, anarchistes de service qui pourraient éventuellement avoir quelques idées comme ça, à partir d'une petite expérience coopérative dans un coin, c'est où peut-être à Notre-Dame-des-Landes, tu vois. Mais je n'en sais rien, non, tu vois. C'est là, et ce que j'en ai lu d'ailleurs, y compris Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs j'ai lu des trucs parce que j'ai un éditeur de mes amis qui les a édités. Franchement, c'était plutôt de la soupe théorique qu'autre chose, ce qui était dit. Hein. Donc, il y a sûrement des expériences intéressantes qui ont été faites comme ça sur le terrain, mais alors des discours, là, c'était plutôt atterrant, quoi, hein, pour moi, en tout cas. Hein. Voilà. Et donc, je ne peux pas répondre à ta question, à part te renvoyer le bébé tranquille. Quoi, hein. Oui, moi, c'est pas vraiment une question, mais ce que je comprends là de la démarche, c'est que, en fait, vous êtes allé lire et comprendre des choses qui, pour moi, vu de là où je suis, sont loin
loin de l'analyse de l'activité. Alors qu'au niveau où on travaille, et donc je trouve ça, évidemment, je me dis, oui, ça permet sans doute de documenter cet écart possible, les impossibles, de délimiter un peu ce qui est de l'ordre de l'accord minimal, quoi. Et puis j'ai l'impression que ce qu'on fait peut-être, nous, à l'échelle du collectif dans lequel je suis, c'est plutôt de chercher, alors par exemple, en sociaux, je ne prendrais surtout pas Bourdieu, par exemple, voilà. C'est sûrement pas cette entrée-là qui peut créer quelque chose qui soit en résonance. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a d'un côté, la démarche que vous nous proposez, c'est une démarche en extension, vraiment en extension, pour essayer d'aller au cœur de ce qu'on dit, tel ou tel auteur, en toutes les organisations, sociaux, etc. Et puis, en même temps, après, il y a le travail plus, je ne sais pas si c'est clair ce que je disais, c'est pas clair. Le travail de la rencontre, enfin de la rencontre des cadres avec ce qui frotte, ce qui est de l'ordre du possible, comment on peut s'entendre, et comment à des moments non, on ne peut plus s'entendre, parce que là, voilà, par exemple, le primat du sujet, enfin, voilà, vous appelez le primat de l'intrinsèque, hein, la question du sujet, voilà, elle est, pour moi, je ne pourrais pas travailler avec ce programme-là s'il n'y a pas, par exemple, ce présupposé-là. Voilà, si cette chose-là n'est pas en commun. Voilà. Or, chez Bourdieu, elle n'est pas depuis première, même s'il a évolué dans sa lecture du monde. Voilà. Enfin, donc, c'est juste pour dire que pour moi, ça nous fait naviguer entre plusieurs niveaux. Quoi. Enfin, ça nous fait naviguer, donc. Oui, pardon. Je peux répondre peut-être oui, non, là, bon, alors, loin de l'analyse d'activité, là, bon, ça se discute, hein, quand même. Disons, là, justement, alors là, je ne vais pas vous le démontrer en 5 minutes, hein, et si vous voulez lire mon bouquin, j'en ai une version que je peux vous... Je la propose à tout le monde depuis un moment. Non, d'accord, non, je rigole. Mais non, de fait, il y a alors, bon, j'ai fait en gros un travail de relecture à partir de cette notion-là des travaux. Alors c'est pour contribuer. Hein, je ne dis pas qu'il faut prendre Bourdieu à tout moment. Alors par exemple, si on prend l'économie politique, qui m'intéressait le plus, bon, moi aussi parce que j'en avais une expérience passée ancienne que j'avais envie de revisiter, c'est quand même que finalement on est loin, mais finalement, s'il y a quelque chose d'intelligent chez Keynes, hein, qui était un super malin, s'il y a quelque chose d'intelligent, c'est qu'il avait une expérience du monde des affaires et il avait vraiment une activité réflexive aiguë sur les affaires qu'il faisait. Hein, et vraiment, alors, si ça transparaît dans ta théorie de l'emploi, de la monnaie, etc. Si vous lisez ça, moi je trouve, avec une entrée activité, si vous lisez ça, ça sort régulièrement. En même temps, il n'en fait rien du point de vue théorique. Hein, d'accord. Donc vous voyez bien que loin, mais près quand même, près comme menace, si vous voulez. Hein, d'accord. Donc c'est ça qui m'intéressait, tu vois. Hein, donc, vous voyez. Donc alors, le premier truc. En même temps, voilà, j'ai fait le coup de m'intéresser à l'économie politique pour une raison, parce que je trouve qu'il y a une question d'urgence à poser là-dedans, quoi, dans cette aliénation générale des gens face à l'économie politique. Donc là, qui fait partie de notre état du monde dans lequel nous vivons, qui a problème. Donc, bon. Mais là, c'est vraiment, je poussais le bouchon assez haut. Hein, donc là, l'analyse multiniveau, à partir de là, si vous voulez, j'ai fait deux choses. J'ai essayé de voir qu'est-ce que ça apportait, le point de vue de l'activité en économie politique. Donc ça, voilà, on pourrait dire que c'est le centre de l'opération spéculative. Et puis deux, de tester le multiniveau par rapport à ça pour voir là où ça pouvait coincer. Hein. Donc ça m'a donné quand même des idées. Hein. C'est pas là, par exemple, je voulais vous donner, je voulais le faire, mais j'ai passé rapide. Par exemple, je montre à partir d'une étude qu'a fait André Orléans, un économiste intéressant d'ailleurs, qui était un des produits à la fois de l'école de régulation et l'école des conventions, qui a fait une analyse sur la crise des subprimes. Hein,
de 2008. Hein. Il fait une espèce d'analyse historique de cette crise des subprimes. Vraiment, alors en plus, elle était résumée, donc je pouvais l'extraire et la présenter. Donc effectivement, on prend sur chaque fragment, je peux prendre chaque fragment, puis le commenter, on va voir qu'est-ce que, si on se pose en termes d'activité multiniveau, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme précision, comme amélioration, disons, de l'élaboration. Alors, je ne donne pas la solution, je sais, enfin, comme notre ami là-bas qui voulait tout de suite la solution, mais c'est au moins voilà, ouvrir les questions, des nouvelles questions que pose l'activité avec une perspective d'analyse multiniveau dans ce genre d'analyse. Si vous voulez, hein. Donc, alors, mais après, après, moi, c'est plutôt, là, maintenant, c'est multiniveau, là où on fait là où ça se pose. Alors, ça, par exemple, je pense vraiment, pour moi, l'étude de nos amis brestois est exactement dans cette affaire-là. Donc, là, et en même temps, quelque chose qui se tient, enfin, qui est faisable, quoi. Hein. Donc, bon, alors, c'est toujours une aventure, la recherche. On résout pas tous les problèmes qu'on aurait voulu résoudre au départ, éventuellement, mais on pourrait dire c'est une aventure de recherche quand même qui partait avec une possibilité quand même que ça foire pas, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y avait suffisamment d'armes au départ, disons, pour pourrait dire c'est une aventure, mais une aventure limitée, que ça tue pas le thésard, en gros. Hein, voilà. Donc, qui est à peu près quand même le minimal qu'on peut faire dans la recherche, quand même. Hein. Donc, et là, Bourdieu, pour moi, c'est pas. Mais par exemple, si vous regardez, j'ai relu aussi depuis, parce que j'avais jamais lu ces trucs sur l'économie de Bourdieu. Il a fait un truc sur l'économie de la maison, qui est pas inintéressant. Hein. Alors là, on pourrait essayer de le développer. C'était un peu facile ce truc, mais on pourrait essayer de le développer, à mon avis. Hein. Bon. Pierre. Oui, merci pour cette présentation très éclairante. Et j'ai une question sur la place ce qu'on peut appeler une économie collaborative, comme par exemple le développement des logiciels libres sur noyau Linux. Alors, comment est-ce que ça s'intègre en termes d'économie politique? Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de limiter l'aliénation qui n'est, de ce point de vue-là, plus tout à fait notable? Alors là-dessus, pardon, tu peux y aller. Non, là-dessus, il y a une école, hein, alors j'ai plus son nom maintenant. Il y a une école économique qui est un peu une énième branche de l'école de la régulation qui s'intéresse justement à ce genre d'économie collaborative, qui était en particulier, c'est des gens qui sont des économistes qui sont à Compiègne, à l'université de Compiègne, qui travaillent avec mes anciens copains de l'université de Compiègne. Donc j'avais une proximité immédiate avec eux, et en même temps, justement, ils collaborent avec des ergonomes que je connais aussi, quoi. Alors une ergonomie, un peu une analyse de travail assez soft, hein, donc là, des choses que moi je trouve qu'il faudrait mieux un peu théoriser, améliorer, mais quand même, donc c'est des économistes qui font l'hypothèse que justement, ils font des hypothèses justement intéressantes. C'est des gens, on pourrait dire, voilà, tiens, ça c'est, tiens, j'aurais dû vous en parler peut-être. C'est des économistes qui font l'hypothèse ils font une hypothèse multiniveau, je dirais en gros, que en gros les logiciels libres et toutes ces transformations-là, quoi, hein, c'est l'école, c'est ce qu'on appelle du capitalisme cognitif, en fait, c'est le nom, hein, l'école du capitalisme cognitif. Donc c'est ceux-là qui sont à Compiègne, etc. Et que en gros, ces transformations, logiciels et tout, ça a à la fois un effet macro et un effet micro. Hein. C'est micro sur l'activité de tout le monde, et puis alors ils sont assez sommaires du côté des niveaux peut-être, hein, et macro sur la transformation des échanges dans le monde, etc. Donc on pourrait dire que vraiment ils font d'emblée ils ouvrent d'emblée vers multiniveau, quoi. Hein. Et là, ça m'intéressait évidemment, parce qu'ils ouvrent, alors ils le font de façon très, voilà. J'ouvre et puis après je fais mes petites statistiques tranquilles sans rien faire du côté de l'activité. Donc après, bon, ça va, il fallait que je me sentais obligé de les signaler parce que je trouvais l'idée bonne, mais après l'hypothèse, je ne sais pas jusqu'à quel point les logiciels libres, c'est pas un phénomène marginal dans notre bas monde, jusqu'à quel point c'est un phénomène vraiment intéressant ou pas. Il y a tellement les logiciels libres, en même temps, on nous fourgue des tas de pubs avec.
qui participent au non libre. Hein. Donc, vous voyez, donc moi je ne sais pas. Non, franchement, empiriquement, je ne sais pas. Hein. Donc, voilà, non, bah, plutôt, voilà, je peux vous étaler mon non-savoir, mais c'est tout. Hein. Voilà. Donc, capitalisme cognitif, c'est un des Moulier-Boutang, enfin, qui a été un peu l'initiateur, mais il y a tout un groupe de gens là-dessus. D'autres paroles? Ça s'essouffle. Du coup, je vous propose de rester là. Et puis donc, bon, mais voilà, le jeu sur ces deux demi-journées, c'était de revisiter un certain nombre de choses, de les regarder différemment, éventuellement d'apporter de nouveaux éclairages, et ce pour tout le monde. Je ne sais pas, j'espère que toi aussi, Jacques, ça t'a intéressé. Voilà. Ah bah, oui, voilà, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à un moment que moi j'ai particulièrement apprécié. En tout cas. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres choses comme ça à l'avenir. Je pense que ça permet de bien faire bouger les choses, et j'ai la curieuse impression quand on fait ça, qu'on fait un peu de recherche. Voilà. Voilà, merci à tous en tout cas.